Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Donc, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que j'allume ma caméra pour vous parler des questions d'immigration. Donc, si tu souhaites toi aussi immigrer au Canada, alors tu es au bon endroit, tu es sur la bonne chaîne. Tuto Immigration Canada, c'est vraiment une chaîne de tutoriel immigration, c'est-à-dire que des capsules vidéo, des fois qui peuvent être très longues, mais qui te permettent, en les suivant les unes après les autres, de réussir personnellement ton projet d'immigration. Bien sûr, si c'est ton rêve à toi, si tu n'as pas les moyens de payer un consultant d'immigration, c'est la bonne approche, ok. Si tu trouves ça trop compliqué, que tu as les moyens, bien sûr, tu peux toujours passer par un consultant d'immigration, mais sache que c'est pas gratuit, le consultant d'immigration. Voilà pourquoi j'ai trouvé intéressant de mettre sur pied cette chaîne de tutoriel dont je ne compte plus le nombre de personnes que ça a aidé comme ça à immigrer au Canada. Des personnes qui m'écrivent à longueur de journée pour me dire merci parce que grâce à mes vidéos, elles ont comme ça réussi à s'installer au Canada en suivant simplement les capsules étape par étape, les unes après les autres. Et puis ça me fait beaucoup de plaisir de partager ce type d'informations. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai un invité spécial, quelqu'un de spécial que j'accueille comme ça sur la chaîne. C'est mon petit frère, ok. C'est quelqu'un qui est dans les procédures d'immigration depuis 2018. On a vraiment passé beaucoup d'étapes, ça n'a pas été facile. D'ailleurs, on n'a pas terminé parce que il est arrivé avec un permis de travail temporaire, ok, parce que il faut dire que Fabrice, lui, n'a qu'un baccalauréat et depuis l'obtention de son bac en 2018, j'ai entamé un certain nombre de procédures, ou bien nous avons entamé un certain nombre de procédures, lui et moi, pour qu'il vienne au Canada. On a essuyé des échecs, on ne s'est pas désespéré, on s'est pas découragé, on a forcé, on a bossé dur, on a testé pas mal de procédures et finalement, ce qui a abouti, c'est le permis de travail. Il est arrivé au Canada avec un permis de travail. Je vous explique aussi dans la vidéo comment est-ce que j'ai fait pour lui trouver un travail au Canada, parce que il y a beaucoup de personnes au Canada qui n'ont peut-être pas le profil pour faire la procédure de résident permanent. Vous le savez, je vous ai toujours conseillé, si vous avez le profil pour faire un programme de résident permanent, prenez votre mal en patience, allez passer les tests de langue. Il y a des gens qui me disent que je suis allé au centre linguistique, puis ça prend comme 1 an pour s'inscrire au test de langue. Je vous dis, prenez votre mal en patience, attendez 1 an composé. C'est la meilleure des procédures, arriver au Canada directement comme résident permanent. Donc Fabrice dans la vidéo va vous présenter les différentes le différents parcours, obstacles qu'il a dû traverser pour finalement arriver ici. Ça n'a pas été évident. C'est une vidéo de motivation, en même temps de coaching et de conseils pour tous ceux-là qui désespèrent. Ok, donc on va plus parler longtemps. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Puis si vous avez des questions, vous savez comment me contacter. tutoimmigration@gmail.com. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Allez, bonne vidéo. Alors, bonjour Fabrice, c'est vraiment un plaisir de t'avoir comme invité sur la chaîne YouTube Tuto Immigration, ok, Exponentiel Audio qu'on ne présente plus. Alors, il y a certainement certaines personnes qui ont peut-être constaté qu'il y a une ressemblance entre Fabrice et moi, c'est ce qu'on nous fait dire très souvent. Est-ce que tu as une petite anecdote par rapport à nos ressemblances? Oui, bon, j'ai pour habitude d'être confondu quand j'étais au pays. Beaucoup de gens m'appellent Rodrigue. Bon, je suis obligé de dire tout le temps, c'est pas moi, c'est mon grand frère, donc. C'est ça. Alors, dis-nous en commentaire si on se ressemble vraiment, ok? Moi, je vois pas trop de ressemblance, mais bon, si les gens vont jusqu'à me confondre au Cameroun alors que je suis au Canada, c'est certainement parce qu'il y a vraiment des traits de caractère. Donc très rapidement, on va aller dans l'entame de la vidéo. J'aimerais donc que tu te présentes. Toi, c'est qui? Je suis Djokoko Augustin Fabrice, jeune Camerounais, comme tout le monde le sait, de nationalité, originaire de l'Ouest. Donc, j'ai fait mon parcours scolaire à l'Ouest Cameroun, où j'ai obtenu le CEP. Je suis allé au cycle secondaire, j'ai obtenu mon CAP et plus tard, je me suis retrouvé dans le littoral à Douala, où j'ai fait le collège Safety. J'ai eu mon baccalauréat MEB en menuiserie et bénisterie. Et après ça, j'ai essayé une année à l'université UCI. Bon, je me suis pas trop senti à l'aise et je me suis lancé dans la vie active. Alors, ton son va te couper ton parcours aujourd'hui, on le relate assez rapidement, ton parcours scolaire. Mais est-ce que on peut quand même relayer ici le fait que tu as quand même eu un parcours scolaire pas très facile,
vraiment difficile, ton parcours académique. Je sais qu'au Cameroun, beaucoup de personnes qui font les études techniques, on a pour habitude de croire que les études techniques sont des études très faciles, mais c'est curieux de se rendre compte que j'ai l'impression que les gens qui font les études vraiment techniques, ok, c'est des personnes qui reprennent majoritairement des classes, qui redoutent, qui triquent, qui font parfois l'examen vraiment plusieurs fois. C'était d'ailleurs ton cas. Est-ce que tu peux essayer peut-être avec un peu de sourire aujourd'hui, parce que tout ça c'est le passé, de nous dire comment était ton cursus académique. Ouais, merci. Ça n'a pas été vraiment facile pour moi. Bon, vu que j'étais pas trop déjà à l'école pour dire vrai, bon, mais je me battais quand même comme tout enfant. Quand je suis arrivé à Douala, ça a été d'abord difficile pour moi vu les conditions climatiques. Bon, la transition, parce que quand tu dis que tu es arrivé à Douala, alors c'est juste il faut dire que tu es né à Baham, à l'ouest du Cameroun. C'est là que tu as fait ton parcours primaire, puis tu as commencé le collège technique, où tu as fait de la première à la quatrième année technique. Tu as obtenu ce qu'on appelle le CAP, qui est le premier diplôme de l'enseignement professionnel, ok. Et pourquoi tu es parti de Baham pour te retrouver à Douala? Oui, bon. Mon déplacement de l'Ouest, c'était juste parce que après l'obtention de mon CAP en 2011, il n'y avait pas d'issue dans le lycée qui était le lycée technique de Baham, parce que nous on a commencé au CETIC. Après nous sommes allés au lycée technique. Une fois au lycée technique, on n'avait pas le second cycle. Il y avait un collège qui était le plus grand collège, qui était un riche lui-même n'avait pas de second cycle. Je ne me retrouvais pas en train d'aller fréquenter à Bafsam parce que je n'avais pas de famille là. Ça devait être un peu plus compliqué. Et c'est ainsi que, voyant que j'ai une famille à Douala, j'ai donc décidé, avec l'entente familiale, de monter sur Douala où je devrais aller faire le second cycle. Au collège Sefti. Une fois à Douala, quand je suis arrivé, c'était pas mon intention de faire le collège, mais je suis arrivé un peu en retard, je m'attendais pas, et puis il n'y a pas moyen d'entrer au lycée, vu que le concours était passé, il fallait négocier. Venant d'une famille un peu démunie, c'était pas facile. Et c'est comme ça que j'ai donc opté pour le collège Sefti à Sable, Bonam Sadi, où j'ai donc fait le second cycle. Ce n'était pas très facile, mais bon, vu les conditions climatiques, la chaleur, j'étais habitué à l'ouest, dans le froid. Je me suis adapté petit à petit. Cette année, j'ai donc eu l'entrée en première, où j'ai continué, toujours dans le même collège. J'ai fait le probatoire une fois, probatoire MEB, menuiserie, bénisterie. Je l'ai pas obtenu. J'ai dit, bon, je peux pas perdre espoir. La nouvelle année, je me suis relancé et c'est comme ça que j'ai décroché mon probatoire en tant que premier probatoire MEB depuis la création de la menuiserie au collège Sefti. J'ai été le premier probatoire menuiserie parce que la vague qui était là, ils ont fait néant, échec et puis sont partis. Ils sont venus et on était au nombre de 3. Donc c'est comme ça que je vais en terminale. Ah d'accord, ça veut dire que l'année où tu arrives à Sefti en classe de première, c'était la première année où on avait des résultats succès d'examen de probatoire dans ce collège-là. Oui, j'ai trouvé des gars qui étaient là avant moi, et il y avait ceux qui étaient là avant eux qui ont fait des échecs. Je me suis combiné à eux, on a fait échec. Comme je dis, j'ai fait échec première année, deuxième année ils sont partis. Nous sommes restés et c'est comme ça que j'ai décroché le probatoire. Donc, j'étais comme ça le premier probatoire du Sefti. Ok. En quelle année ça, le probatoire? En 2013. 2013. Ok. Tu as ton probatoire en 2013 au collège Sefti en MEB, menuiserie et bénisterie. Puis là, tu vas en classe de terminale. Oui. 2014. C'est ça. En terminale, bon, j'ai embrassé la terminale comme un jeu parce que je me disais que au quotidien, on nous disait la terminale est facile. Je suis arrivé là comme si de rien n'était et puis je n'ai pas mis vraiment des bondules à l'heure et c'est comme ça que j'ai contacté l'échec. Ça m'a un peu frustré mais bon, parce que je savais que c'était une année pour moi, je devais partir. L'échec du bac fait mal plus que le probatoire, donc je vous dis vrai. Ouais. Et la deuxième année, j'ai dit bon, je vais essayer. Je me suis relancé. Jusque là, échec. Ça n'a pas toujours donné. J'ai été un peu blâmé, ce qui est normal.
parce qu'on peut pas te payer. L'école, celle-ci coûtait cher. Et vu d'où je venais, vraiment, c'était pas facile de réunir autant de moyens pour pouvoir payer l'école. Et c'est comme ça que j'ai pleuré devant la famille, devant les grandes sœurs, les oncles, et j'ai dit, bon, si vous pouvez m'aider à payer une prochaine fois, je vais vraiment m'y mettre. Et c'est comme ça que la 3e année, j'ai décroché mon baccalauréat et c'était vraiment, c'était vraiment, j'étais joyeux, bon, pour dire vrai. J'ai oublié le passé, l'échec, c'est passé, bon. Donc, ouais, naturellement. Une fois qu'on a décroché, on a réussi à obtenir le précieux sésame, on oublie vraiment les échecs. Donc, bravo, ok. Ça fait longtemps. Tu as ton bac en quelle année? J'ai eu mon bac en 2018. 2018, ok. Dans l'année scolaire 2017-2018. Donc, probatoire 2 fois, bac 3 fois. CAP 2 fois. CAP 2 fois. Donc, tu as fait 2 fois le CAP, 2 fois le probatoire, 3 fois le baccalauréat. Donc, on peut se dire que oui, c'était pas facile pour toi. Bien sûr, c'était pas facile, mais en fait, ce qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est quoi? D'après toi, qu'est-ce qu'on peut retenir de ton parcours scolaire, académique? Ouais, ce que je dis de mon parcours scolaire, c'est que, comme on dit toujours dans la vie, il faut jamais perdre espoir. Je crois que ceux qui essayent, ça ne donne pas. Ce que je leur demande de faire et de garder en mémoire, c'est de savoir qu'il faut toujours essayer. Il faut croire en soi. Puisque si je ne croyais pas en moi, j'étais prêt à abandonner l'école, l'avant-dernière année. Mais je me suis dit, mais pourquoi arriver en dernière et abandonner? J'étais un peu frustré parce que dans la même classe, même banc, même établissement, c'était pas facile. Voir des gens qui viennent en seconde, ils te trouvent, tu es en terminale, ils partent en première, ils viennent te trouver en terminale. Il faut être vraiment fort pour supporter. Donc, je dis, il faut toujours croire et il faut garder espoir. Super. Il faut toujours croire, puis il faut garder espoir. Et ça fait une transition pour embrancher le côté immigration. Parce que dans les prochaines minutes, moi je connais ton parcours, je sais d'où tu viens, ok, je l'ai vécu aussi. Donc ce qu'on retient, c'est qu'il faut croire, il faut persévérer, il faut pas lâcher. Et puis quand tu as ton bac, tu obtiens ton bac, qu'est-ce qui je veux dire, quelle est la décision que tu prends, quels sont tes nouveaux projets à ce moment donné là, quelles sont les décisions que tu prends, parce qu'on sait que généralement après le baccalauréat au Cameroun, on entre vraiment dans la phase décisive de notre vie, parce que le parcours, la trajectoire qu'on va prendre après le baccalauréat, c'est celle qui va vraiment décider de ce qu'on va devenir au regard de ce qu'on fait, qu'on prend comme plan de formation, comme plan de carrière, tout part de là. Toi, c'était quoi ta stratégie une fois que tu as obtenu le bac? Oui, merci. Après avoir obtenu mon baccalauréat, j'avais pour objectif de continuer les études supérieures. Mais bien après, je me suis rendu compte que j'étais un peu passionné, j'aimais travailler, j'aimais pratiquer, c'était ça. Et je me suis retrouvé en train de vouloir prendre des fiches de renseignement à l'IUC, où j'ai regardé, savoir s'il peut faire des cours du soir. Quelque temps, j'ai dû abandonner, bon, c'était un peu ça. Mais je me suis lancé petit à petit dans la vie active. J'ai commencé à avoir des petites commandes. Il y avait des gens qui me sollicitaient. Je travaillais un peu petit à petit. J'étais pas trop bon, mais bon. Les gens me sollicitaient, ils m'encourageaient et c'est comme ça que je me suis intégré petit à petit. J'ai commencé à prendre des travaux. J'avais des petites penderies, des petits meubles, commandés même par des camarades de classe qui faisaient la G, qui savaient que j'étais ébéniste. Ils me passaient souvent des commandes, des commodes, des berceaux. C'est comme ça que je me suis intégré jusqu'à la fin d'année 2018. Ouais, c'est comme ça que je me suis lancé dans le parcours professionnel. Ok. Après ton bac, tu décides d'aller à l'université, puis bon, tu as plus un côté entrepreneur qui t'attire, qui te parle, puis tu te lances vraiment dans la vie active, tu commences à travailler, à gagner des petits travaux, d'abord dans le réseau familial, amical, des gens qui te font confiance. Puis, il faut dire quand même que au fur et à mesure, ça commence à
tu commences quand même à voir des gens commencent à de plus en plus te faire confiance, te donner des vrais projets. Et ça, c'est ça qui t'a permis aussi d'apprendre. D'apprendre parce que tu as appris vraiment par la pratique. Oui, il y a la formation académique, un baccalauréat qui n'est pas à négliger. Mais il faut dire quand la théorie et la pratique, le terrain, c'est un autre monde. On est sur une chaîne d'immigration aujourd'hui. Je vais plus revenir là-dessus. Je suis ton grand frère. Moi, je suis parti du Cameroun en 2017. Il faut également relayer que effectivement pour ceux qui nous connaissent, qui connaissent la famille, on sait que la place qu'on occupe aujourd'hui, ce n'était pas, c'était pas imaginable. Je dis, si on voulait projeter sur le long terme, toi, jeune garçon, parti de Bahamas, situation familiale des parents et tout ça là, on pouvait pas imaginer qu'on peut se retrouver aujourd'hui ici, au Canada. Et puis ça me fait plaisir d'avoir à côté de moi aujourd'hui, puis de t'interviewer. Et puis ce que je voulais transmettre dans cette vidéo, c'est surtout la persévérance dans tout ce qu'on va obtenir, surtout la patience, parce que généralement, je sais que beaucoup de personnes qui veulent immigrer, qui veulent venir au Canada, qui font des procédures, sont très impatients. Les personnes sont très, très impatientes, veulent des raccourcis, veulent vite aller. Et toi, quand exactement, à quel moment est-ce que tu commences à t'intéresser aux procédures d'immigration? Ça commence à quel moment? Oui, c'est en 2018, fin 2018, ouais, que je reçois un appel de mon grand frère qui me dit pourquoi tu peux pas essayer de faire des bourses d'études. Je dis bon, vraiment, je n'ai pas trop le niveau. Je crois que les bourses d'études, comme son nom l'indique, c'est par sélection. Et vu que mes diplômes n'ont pas des mentions, bon, il me dit non, il faut toujours essayer. C'est comme ça que je fais le montage du dossier. Je l'envoie. On poste. Mais malheureusement, après la sortie des résultats, je n'ai pas été sélectionné. Et puis, on a dit, on verra si on va trouver autre issue. C'est comme ça qu'il a bataillé encore pour moi. Il a relancé dans un établissement, ici, au Canada, où on a patienté, bon, il n'y avait pas de retour. Il a encore trouvé d'autres issues. Et plus tard, l'école nous relance quand je suis déjà dans une autre procédure en me disant, c'est déjà la rentrée, il faut que j'envoie les derniers dossiers pour pouvoir être parmi les candidats de l'année dite. Bon, malheureusement, je ne pouvais pas faire retour en arrière. C'est comme ça que j'ai dit, ok, je préfère rester dans la ligne dont j'ai pris. Et malheureusement, le Covid-19 est venu encore tout fracasser. C'était l'espoir qu'on avait cette année 2019. On savait qu'au moins là, ça devait aller. J'ai reçu un mail un matin me disant que suite au Covid, nos dossiers sont mis en attente parce que l'immigration et le Canada ne laisse plus entrer les étudiants ni les travailleurs. Bon, c'est comme ça que ça m'a traumatisé. J'ai commencé à perdre espoir. Je disais, peut-être c'est pas ma route. Et plus tard, en 2020, fin 2020, quand le Covid se calme un peu, j'ai été relancé par la même école. Et puis j'ai fait signe à mon grand frère que l'école m'a relancé en me disant que j'ai été sélectionné, je peux. Lui me dit non, il a trouvé autre méthode. Il va postuler comme travailleur. J'ai dit waouh, ça me fera du bien. C'est comme ça que de 2020 jusqu'à 2021, j'ai été dans le parcours pour essayer comme travailleur qualifié. Et c'est comme ça que ça a pris du temps. Fin 2021, j'étais toujours dans le programme. J'ai patienté, j'étais là, je perdais espoir, mais bon, vu que à chaque moment on me lançait, j'ai dit on sait jamais. Et malgré tout ça, je partais toujours à mes occupations. Ça, c'est ce qui va encore rappeler aux gens. Faut pas dire parce qu'on est dans un projet, on va abandonner ce qu'on a fait. Voilà comme ça que je sortais le matin et partais travailler. Dès qu'il me relance, il faut telle chose, je vais saisir, je vais imprimer, et c'est comme ça que je progressais petit à petit. À la dernière minute, l'entreprise en question. Je vais t'arrêter, ok. Juste pour faire le résumé, parce que peut-être beaucoup de gens n'ont pas vraiment saisi. Moi, je vais insister là-dessus. C'est la persévérance, parce que lorsqu'on tient à quelque chose, on se donne du temps
et on fait le nécessaire pour l'obtenir. Parce que tu l'as bien dit, c'est depuis 2018 que tu es dans les procédures d'immigration. On a commencé avec le programme de bourse. Il y a un programme de bourse qui est lancé au Québec pour les 2 EP. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, sur la chaîne. J'ai d'ailleurs un tutoriel qui montre comment appliquer, au programme de bourse, hein, ok. Je me souviens même plus comment ça s'appelle, ça fait tellement longtemps, j'ai pu regarder ça. Donc, on avait essayé ça n'avait pas abouti. On a commencé à regarder aux côtés des études avec le collège communautaire Nouveau-Brunswick. On a fait l'admission, on n'a pas reçu de visa, on a fait 2 heures d'admission avec la Covid, on a des problèmes, l'école nous a relancé, on a refait des admissions, on a reçu tellement de refus avec des motifs des fois farfelus, comme tous ceux qui ont déjà fait des procédures d'études peuvent le savoir. Et c'est à ce moment-là que je me décourage. Parce que je pense que c'est au bout du 3e ou 4e refus de visa, que je dis, quand l'école relâche, je dis, vraiment, moi, je suis découragé avec cette procédure d'études. Parce que ceux qui ont fait des demandes de visa étudiants au Canada, qui ont souvent essuyé des refus, peuvent le savoir. Des fois, entre un refus et un autre, il n'y a pas de logique. C'est-à-dire que vous faites une demande, on vous donne une lettre de refus, comme quoi vous n'avez peut-être pas de moyens financiers. OK. Vous refaites une requête en essayant d'apporter des éléments qui justifient que vous avez les moyens financiers. Vous recevez un 2e refus dans lequel on vous sort d'autres motifs qui n'avaient pas été mentionnés la première fois. Pourtant, c'est le même dossier. Vous essayez de corriger quelque chose. On vous dit non, maintenant, il y a les raisons de la visite, les perspectives d'emploi dans votre pays. On n'est pas sûr que vous allez retourner. Là, c'est où j'ai commencé à dire, bon, on va regarder d'autres choses. On va se pencher sur l'immigration, résident permanent. C'est comme ça que je fais le dossier, je fais les tests de langue, on te met dans le bassin Arima, puis 1 an, Arima pas de sélection. 2 ans, Arima pas de sélection. J'ai même échoué le test. Ah ouais, c'est moi le test. Est-ce que tu as une anecdote pour le test de langue? Parce que, pour ceux qui sont, au Cameroun, ils savent que généralement les techniciens, parce qu'il y a beaucoup de personnes des fois qui me disent je suis technicien, je peux pas défendre un test de langue. Je vois même des fois des personnes, ok, ça tu fais bien de parler du test de langue parce que des fois je t'utilise comme exemple avec beaucoup de candidats. C'est pas pour insulter ton niveau de français, mais on sait que généralement les techniciens ont de grosses difficultés en langue, avec les langues français et tout. Toi, tu as un bac technique. Tu as partagé ton parcours ici. Des fois, on voit, je discute avec des candidats qui ont des masters en langue, en marketing, en comptabilité, qui ont peur d'affronter un test de langue français. Est-ce que tu peux nous donner une petite anecdote sur toi, ton histoire avec les tests de langue? Le premier test de langue que tu as fait. Oui, le premier test de langue, pour moi, vraiment, c'était une découverte. Parce que c'était ma première fois d'entendre d'abord parler des tests de langue. Je n'avais jamais fait un examen de ce genre. Quand je suis allé m'inscrire, le montant d'abord m'effrayait parce qu'il disait, il faut à tout prix passer. C'était fort. 210 000, vraiment, pour quelqu'un qui se bat, c'était fort. Et j'ai dit, bon, je vais essayer. Je suis allé faire les cours prépa, où j'ai payé 32 000, ce qui fait 8 000 par rubrique, parce que c'est 4 rubriques. Dans les 32 000, on m'a fait passer 2 jours. 2 jours pour se préparer. Oui, 2 jours de Tu as préparation. premier jour, compréhension écrite, compréhension orale. C'est comme ça que c'est fini, les 16 000. Deuxième journée, expression écrite, expression orale. Et après ça, tu as peut-être 1 semaine pour venir composer. Je suis parti, j'ai dit, je vais voir ce que ça doit donner. Entre-temps, mon grand frère me coachait. Voilà comment ça va se passer. Télécharge les cours en ligne. Tu fais comme ça, tu te prépares. Je suis allé, j'ai essayé. Je partais passer, mais bon. C'est après les résultats que j'ai compris que j'essayais. Je suis rentré avec un B1. J'ai eu 2 B2, 2 B1. 2 B2. 2 B2, 2 B1. Bon, pour un débutant, pour moi, je croyais que ça devait passer, mais malheureusement, il y avait un refus. Et c'est comme ça que j'ai encore relancé après 1 mois. J'ai recomposé. Mais pour dire vrai, je me suis repréparé à nouveau comme quelqu'un qui n'a jamais composé. Une manière de dire, c'est pas parce qu'on a rien fait,
qu'on doit dire qu'on ne doit pas se préparer pour Non, c'est une façon de dire que ces tests, il faut le prendre au sérieux. Oui, Ça justement. demande de la préparation. Et puis, toi, tu as fait 1 mois de préparation et tu t'es préparé dans le groupe dont je parle souvent du groupe de préparation ici. C'est dans ce groupe-là que finalement, je t'ai mis et tu as fait 1 mois de préparation. Comment tu as trouvé ta préparation? Est-ce que ça t'a aidé? Oui, le monsieur en question qui nous tenait, je ne me rappelle plus trop de son nom. Ivan. Il était un candidat excellent. Parce que lui, il était passé par là. Il nous disait à chaque fois, traiter les sujets, programmer, chronométrer. Voilà le secret. Oui, il vous demandait de vous mettre dans la peau de l'examen. Oui. Chronométrer lorsque vous faites des exercices parce que, justement, il y a des gens qui vont à l'examen et qui obtiennent des B1 comme toi et leur raison, de cette façon de se justifier, c'est que ils n'ont pas eu le temps de finir les épreuves. Exact. Parce que c'est des gens qui n'ont pas fait de préparation avec le chronogramme de l'examen, avec le programme de l'examen. C'est-à-dire, parce que quand tu es à la maison, tu fais tes préparations, tu prends tout ton temps pour traiter tes sujets. Mais si tu te dis l'examen c'est 1 heure, tu mets un chronomètre 1 heure, tu dis que j'ai 1 heure pour traiter, ça fait en fait que le jour de l'examen, tu ne seras pas surpris par le temps. Ok, tu ne seras pas pris par le temps. Donc, l'approche dont les c'était ça, c'était toujours de vous dire, mettez un chronomètre, traitez, mettez-vous 1 heure sur le sujet, c'est 1 heure et traitez en 1 heure pour avoir l'habitude. Vas-y. Et ce que je peux conseiller aux gens, c'est de se préparer autrement. Parce que, à l'institut, si tu es quelqu'un qui n'est pas vraiment ouvert, tu peux comprendre que tes 32 000 que tu as donné, c'est comme si tu n'as pas profité. Or, dans le groupe, je me rends compte que quand il se bat à rentrer de son boulot chaque soir, avant de partir, il nous laisse les devoirs. Quand tu rentres aussi à ton tour, tu médites, tu traites. Quand il rentre vers 19h, 20h, vous envoyez, il corrige, et c'est comme ça que le lendemain, ou après une journée, il redonne encore des devoirs. Ça fait qu'en une semaine, tu te retrouves en train de traiter 4 sujets, contrairement au centre culturel. Donc vraiment, je pense que quand on prépare un test de langue, on doit être vraiment déterminé. Il faut prendre au sérieux parce que ça ne connaît pas le niveau scolaire. J'ai le master 1, j'ai le master 2, ça peut te surprendre. Ça dépend de la concentration. Ton deuxième test de langue, c'était quoi finalement les résultats? Oui, je suis allé au deuxième tour, je suis allé composer. J'ai retrouvé des candidats qu'on avait commencé ensemble. C'est là où j'ai compris donc, tu n'étais pas le seul. Je me sous-estimais parce qu'il y avait un niveau bac technique, mais j'ai retrouvé des gens qui avaient le master 2 qui reprenaient. J'ai dit waouh. Ça veut dire, ça m'a un peu galvanisé et je me suis mis en confiance et dit je vais composer. Je suis allé passer le test. On nous a mis à l'hôtel, comme d'habitude, vous composez. J'ai fini les 3 premières parties. Je suis allé faire l'expression orale au centre culturel. Et quand mes résultats sont sortis, je suis allé chercher. Bon, je peux dire, j'ai été surpris parce que le résultat m'a surpris, mais vu que j'ai travaillé, j'ai bossé, je n'ai pas dormi, c'était vraiment... Ouais, c'était le fruit de ton effort. C'était vraiment le fruit de l'effort. Ouais, le fruit donc de j'ai l'effort. eu un C1, chose que je n'avais jamais imaginé. J'ai eu un C1, j'ai eu des B2. Donc c'est comme ça que je me suis dit que bon, on peut, oui, quand on veut. C'est ça. Donc avec la préparation, finalement, tu es passé de ton premier test qui était 2B1, 2B2 à finalement 1C1, 3B2. C'est ça. Ok. Qui est un score plutôt excellent. Ok. Pour un technicien comme toi, pas pour insulter les techniciens, mais c'est connu. En général, les techniciens, on sait que ils ont un problème avec les langues. Ok. Mais finalement, on s'est rendu compte qu'avec une bonne préparation, on peut quand même aller décrocher le bon résultat. Ok. Moi, j'ai des gens qui, tous les jours, je vois les résultats, comme tu as dit tout à l'heure, des masters, des doctorants, qui ont des B1, qui ont des A2. Ok. A2, c'est en dessous de B1. Toi, tu n'as même jamais eu de B1, mais j'ai des gens avec des masters qui m'apportent A2. Donc, c'est pour dire que ce test, il faut le prendre au sérieux, il faut le préparer. Ça ne connaît pas le niveau d'études et tout. Bref, c'était une parenthèse pour dire que finalement, c'est toujours le fruit de beaucoup d'efforts. Ok. Tu as mis beaucoup d'efforts, tu as cru à ton projet, tu as travaillé fort et voilà. Malgré ton deuxième test de langue, tu n'as toujours pas été sélectionné dans Arima, il faut le dire. On t'a mis dans Arima, malgré ça, tu n'as toujours pas été sélectionné parce que ce que tu dois comprendre, c'est que Arima, ça fonctionne avec un principe, c'est que tu as beau avoir obtenu les beaux résultats de test de langue, des fois ton niveau d'études, c'est ça qui influence. Le fait que tu n'as que le bac
Ok, parce que quand moi je te mettais dans le bassin Arima, je me disais que bon, avec ton bac technique, ça peut quand même te permettre d'aller obtenir une sélection. Mais chemin faisant, je me suis rendu compte que bon, il n'y a toujours pas d'invitation. Et ceux qui suivent les invitations dans Arima savent que Arima invite beaucoup en fonction des CNP. Quand on dit CNP, c'est-à-dire Arima sélectionne les candidats en fonction des besoins de la province. Ok. Or, quand on regarde les invitations en fonction des besoins de la province, toi, ta CNP qui était la CNP de menuiserie, depuis que Arima a commencé à inviter, n'a jamais été invité, même une seule fois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être, si Arima sélectionnait les menuisiers, certainement tu aurais été sélectionné. Certainement, tu aurais été sélectionné si Arima sélectionnait les menuisiers. Mais parce que Arima ne sélectionne pas cette CNP-là, tu n'as pas été sélectionné. Arima a une autre façon de sélectionner, c'est que Arima sélectionne les candidats sur la base de leur score. Sauf que quand Arima sélectionne un candidat sur la base de leur score, il faut vraiment avoir des scores excellents. Et ce qui permet d'avoir des scores excellents, le niveau d'études est pour beaucoup aussi. Ok, le niveau d'études, bref. C'est comme ça que la grille de pointage est faite. Mais on ne s'est pas découragé. On s'est pas découragé. On a continué à chercher d'autres issues. La preuve, c'est que finalement, tu es au Canada. On va pas citer le nom de l'entreprise qui t'a fait venir ici. Ok. Parce que je n'ai pas discuté avec eux pour parler d'eux sur la vidéo, donc on va taire simplement leur nom, ok, pour éviter des ennuis. Mais ce qu'on va dire que actuellement tu es au Canada grâce à un permis de travail. C'est ça. Tu es au Canada grâce à un permis de travail en tant que travailleur temporaire. Mais ce que je voudrais surtout présenter aux candidats ici, c'est que on n'a pas eu besoin de payer quelqu'un ou bien de payer quelqu'un pour que tu obtiennes un permis de travail. Ok? On n'a pas eu besoin parce que beaucoup de personnes, des fois, à l'extérieur, se posent la question, comment est-ce qu'on fait pour obtenir un travail au Canada? Comment est-ce qu'on fait pour obtenir un emploi? Comment ça se passe? Ok? Il y a des gens qui disent, j'ai postulé 2, 3 fois, je suis pas sélectionné. Est-ce que il y a des gens qui m'écrivent, est-ce que tu peux m'aider à obtenir un travail au Canada? Alors j'ai fait cette vidéo avec toi aujourd'hui, surtout pour expliquer aux gens comment est-ce qu'on a fait pour que toi, tu te retrouves au Canada avec un permis de travail. Je te pose la question, mais je sais pas si toi-même tu sais comment ça s'est passé. Si je te dis, comment est-ce que tu as fait pour obtenir un emploi au Canada? Donc, concernant la méthode d'obtention, je pense que mes dossiers ont été soumis et ont été examinés par la structure, ou je veux dire les ressources humaines, qui ont pris le temps de vérifier. Ils ont soumis mon dossier devant l'entreprise, je sais pas si je veux dire les entreprises, mais devant l'entreprise qui m'a sélectionné, et l'entreprise les a retournés en disant que mon profil est intéressant selon ce qu'ils cherchaient, et c'est comme ça qu'ils m'ont retourné et ils m'ont informé un matin que je m'attendais pas, que j'ai été sélectionné. Ça a fait ma joie depuis ce jour. J'ai été joyeux d'écouter un mot, tu as été sélectionné. J'ai compris que bon, peut-être ça c'est le moment. Quand j'ai informé au grand frère, il me dit oui, je viens de voir le mail, et c'est comme ça que on s'est vite dépêché à suivre les instructions. Et il faut faire les dossiers, il faut aller imprimer, il faut envoyer les diplômes. J'ai eu tellement de parcours où bon, ça revient toujours à dire aux gens ne jamais perdre espoir. Avec la procédure canadienne, c'est la patience. Alors là tu as expliqué comment Fabrice il a expliqué comment s'est passé la sélection qu'il a obtenue, qu'il a permis de venir ici. Mais en fait, ce que Fabrice ignore lui-même, parce qu'il ignore, ok, parce que il faut dire que derrière cette procédure, il y a quand même ma main aussi. Oui. Ce que peut-être tu ne sais pas, ou que je t'ai pas encore dit, c'est que cette entreprise-là, avant de te sélectionner, parce que il faut dire aux gens que j'ai le contrôle sur ton adresse email. Et ton adresse email, je le manipule, je le gère, et que j'ai appliqué pour des entreprises au Québec comme si c'était toi.
Donc, c'est le message qu'il veut expliquer aux gens. C'est parce que certaines personnes se disent que, mais comment il a fait pour se retrouver là-bas? Oui, il s'est retrouvé ici, mais l'entreprise qu'il a sélectionnée ne sait pas que c'est moi qui postule pour lui, que c'est moi qui postule pour les offres d'emploi pour lui. Bien sûr, je vais pas retirer tout ce qu'il a, tout le mérite qu'il a. OK? Il a quand même un diplôme, il a de l'expérience en tant que menuisier. Et moi, tout ce que j'ai eu à faire, c'est juste que, étant au Canada, je prenais son CV et j'envoyais, je regardais les offres d'emploi, OK, des entreprises qui recrutaient les menuisiers, qui veulent les menuisiers, et je postulais. Et je postulais comme ça, jour et nuit, pendant au moins plus d'un an, mon ami. OK? Pendant au moins plus d'un an, j'envoyais ton CV. J'envoyais ton CV aux entreprises de gauche à droite, je postulais. Et je postulais pas comme moi, parce que les entreprises qui reçoivent ton CV ne savent pas que c'est moi, ils savent que c'est toi parce que ça venait directement de ton adresse email, comme si tu étais au Cameroun. Comme si c'est toi qui postulais, OK? Et j'écrivais ça, j'envoyais un email, j'envoyais le CV, j'envoyais les lettres de motivation. J'expliquais tout ça. Je suis au Cameroun, je suis intéressé pour venir travailler chez vous. Et finalement, il y a dans cette entreprise-là qui t'a retenu, dont tu as reçu un matin un mail comme quoi tu étais sélectionné. Mais ce que je voulais expliquer, c'est que avant cette sélection-là, j'ai envoyé des mails et 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 des mails à ne plus compter à plein d'entreprises. Donc tout ce que je veux dire ici, c'est que il faut pas perdre espoir. Il faut pas perdre espoir. Vous pouvez utiliser ce modèle-là. Ok, je vous ai déjà expliqué dans pas mal de vidéos comment est-ce qu'on monte un modèle canadien. Quand vous voulez postuler au Canada, essayez d'avoir un profil LinkedIn, mettez votre profil LinkedIn à jour et puis postulez. Postulez, il y a quelqu'un qui va finir par vous donner votre chance. Postulez sans arrêt. Donnez-vous pour objectif peut-être 2 emplois par jour ou je sais pas, un emploi aux 2 jours. Bref, postulez, appliquez. Donc finalement, il y a cette entreprise qui a fini par te donner ta chance, te sélectionner, mais tu n'as pas parlé en fait de la sélection parce qu'il y a eu des entrevues. Ok, on t'a pas sélectionné comme ça. Et c'est ce que j'ai dit souvent à beaucoup de candidats parce que des fois il y a des candidats qui me disent il y a telle entreprise au Canada qui m'a sélectionné, il me demande de donner 3 000 €, 2 000 € pour venir au Canada. Et ce que je leur dis souvent, c'est est-ce que tu as passé des entrevues avec des employeurs? Si tu n'as pas passé d'entrevue avec les employeurs, ce que c'est une arnaque. Aucun employeur au Canada ne peut venir te recruter au Cameroun sans avoir discuté avec toi. On est normal. Je peux pas être au Canada, je recrute quelqu'un au Cameroun, on s'est jamais vu, on s'est jamais parlé, on n'a jamais échangé, et puis il a seulement envoyé son CV, puis je l'ai recruté. Je ne sais pas à quoi il ressemble, je sais pas. Donc, là, tu as quand même passé des entrevues, et il faut te féliciter à ce niveau parce que c'est parce que tu as défendu ton profil devant les ressources humaines de cette entreprise-là qui t'ont donné ta chance. Ils sont allés en avant avec ta procédure. Comment tu as trouvé les entrevues? Oui, les entrevues, c'était plutôt cool parce que, au départ, bon, je ne savais pas quoi. Chaque matin, je me réveille, je vois le mail, vous êtes attendu à une entrevue à peut-être 11h et, peut-être 11h. Nous sommes à 11h au Cameroun, 11h Québec, qui revient généralement à 21h heure du Cameroun, 20h. C'est comme ça que je vais me dépêcher, rentrer du travail, mettre la connexion. Il faut se connecter, soit sur Google Meet ou autre application qu'ils envoient pour pouvoir s'entretenir avec avec les consultants. Et c'est comme ça qu'à chaque fois, ils me posaient la question. Il y avait les pièges. Il faut répondre aux questions. Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu vis seul? Est-ce que tu travailles dans une structure au Cameroun? Quels sont tes passe-temps? Toutes ces questions-là. Et puis, c'était pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Il y avait toujours des entrevues. Et nous avions aussi des capsules qu'on nous envoie, question de vous apprendre comment la vie se passe au Canada, par exemple, comment on manipule les barres à audio. Oui, ça c'est plus loin dans la procédure. Quand tu as déjà été sélectionné, la procédure est déjà bien avancée. On commence à te préparer pour ton intégration au Québec, on t'envoie des capsules pour ton intégration. Mais moi, je parle surtout de l'entrevue d'embauche. Parce que quand ton CV a été retenu, tu as une entrevue d'embauche avec les ressources humaines de l'entreprise. Comment cette entrevue-là en particulier a été? Oui, première entrevue, c'était avec les consultants. On a eu 2, 3, 4 entrevues avec eux. Ils nous ont dit, on va nous renvoyer encore un autre mail.
Et puis, un autre jour, on a eu l'entrevue avec l'employeur même, qui, genre, on était surpris. Mais, ils ont dit, on doit causer avec l'employeur. L'employeur sera présent, il y aura les étudiants, il y aura plusieurs... Là, je parle de première entrevue d'embauche. Le premier entrevue, quand j'étais pour ta sélection avec les ressources humaines de l'entreprise, où on t'a demandé de te présenter. Oui. Ça, c'est vraiment le premier entrevue d'embauche. C'est ça. Oui, première entrevue, c'était un peu frustrant. Il fallait s'attendre, on savait pas à quoi on s'attend, on ne connaissait pas ce qu'ils vont nous poser comme question. Donc, on était là, il fallait être prêt à répondre parce que vous êtes, comme si vous étiez à une interview. Vous ne savez pas à quoi vous attendez, vous ne connaissez pas la question qu'on va vous poser. Et puis, quand on s'est connecté, ils étaient tous présents. Et puis, ils nous ont demandé, présentez-vous. Tu dois donner ton nom avec de l'ordre. Tu dois donner ton prénom, date, lieu de naissance, ton parcours. Tu dois te vanter en principe. Dis ce que tu sais faire. Parler de toi comme dans le CV. Donc, défendre. Tu dois te défendre. Tu dois défendre ta cause. Et c'est comme ça que ça s'est un peu passé. Donc, c'était pas facile, mais il fallait rester naturel. Il fallait dire ce qui est de soi. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que tu as eu à préparer ton entrevue d'embauche? Oui. J'ai eu au moins quatre séances de préparation avec mon grand frère. Je sais pas, je te rappelle bien. On a même eu à faire des vidéos, par exemple, pour essayer comment je dois répondre aux questions, les thèmes, les mots à prononcer, parce qu'ils ont un problème avec les synonymes, qui ne sont pas toujours les mêmes mots que nous on utilise au Cameroun constamment. Donc vraiment, je crois que le coaching qu'il m'avait donné, je me sentais vraiment bien avec, je n'ai pas été frustré. Et c'est comme ça que je suis resté tout naturel. Justement, c'est pourquoi j'ai insisté là-dessus, parce que ce qu'on va comprendre, c'est que un employeur peut te recruter, peut te sélectionner sur la base de ton CV, mais après l'entrevue, il décide de ne pas te garder. Donc, c'est très important. Ça, j'insistais dessus, première entrevue, c'est là où, c'est l'occasion pour toi de te vendre. OK? Donc, après avoir postulé auprès des entreprises pendant longtemps et qu'une entreprise te donne ta chance de passer à l'entrevue, ça, c'est l'occasion ou jamais. Donc, pour ça, voilà pourquoi, moi ayant dans l'habitude des entrevues, et sur cette chaîne, j'ai déjà également fait beaucoup de vidéos, je partage les questions d'entrevue, comment se préparer en entrevue, comment faire. C'est les mêmes questions que j'ai révisées avec toi, pour la plupart. Et je pense que c'est ça qui t'a permis d'être très à l'aise pendant l'entrevue. Et finalement, c'est ce qui a fait en sorte que l'employeur dise, OK, ce candidat, on le retient. Parce que ce que tu vas comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de candidats comme toi qui sont passés en entrevue, mais il y en a qui n'ont pas été sélectionnés. Donc, c'est très important. Les périodes d'entrevue, d'embauche, au Canada, une entrevue, c'est une phase de marketing pour le candidat. Tu vas te vendre. Tu es comme un produit, tu es comme une marchandise. Tu vas te vendre. Tu te mets en vitrine. Tu te jettes des fleurs. Tu te vends comme il faut. Et c'est ça qui est important. Et finalement, après ça, il y a une succession de parcours. Il y a plein de choses qui sont passées, plein d'événements. La procédure a pris son cours. Mais finalement, tu es au Canada en tant que travail temporaire. Tu as un permis de travail de combien de temps? J'ai un permis de travail de 3 ans. De 3 ans. C'est quoi les prochains challenges pour toi? Parce que ton permis de travail, il faut comprendre qu'un permis de travail temporaire, normalement, après 3 ans, il faut que tu quittes le territoire. Tu rentres au Cameroun. Est-ce que tu es préparé à ça? Bon, je peux pas dire oui parce que, une fois étant au Canada, on doit avoir des objectifs. La mission pour moi, c'est de braver, me faire des efforts pour que on me donne une résidence permanente. Donc ça, c'est mon objectif. Good. Ben, il faut dire que on est là chez tu es au Canada, c'est un parcours qui a commencé depuis plusieurs années. Finalement, tu es au Canada avec un permis de travail. Bon, on s'arrête pas là. On va continuer à creuser de pistes. S'il y a possibilité d'avoir une résidence permanente, c'est ça l'objectif. On va continuer de travailler là-dessus. Donc, est-ce que tu as un mot de la fin? Ce que je peux dire, c'est que c'est pas facile. C'est ce que je vais dire encore et dire aux gens, c'est pas facile. Les gens vont toujours voir là où tu es arrivé.
sans regarder où tu as commencé. Exact. Parce que quand je regarde mon parcours, parfois ça me donne la migraine, j'ai envie de pleurer, mais bon, je peux pas parce Oh, que l'émotion. un homme doit être fort. L'émotion. J'ai vraiment bataillé. Que ce L'émotion. soit après l'école, que ce soit avant l'école, que ce soit pendant l'école, même pendant la procédure, c'était pas facile. Je me retrouvais à un moment donné à me plaindre au point où mon grand frère me disait toujours, qu'est-ce que tu penses de moi qui ne dort pas, qui passe le temps à postuler pour toi, à faire des recherches, tu es là à te plaindre, tu as trop dépensé, trop de marches, trop de copies, les mêmes dossiers 2 fois, on te demande de donner les diplômes, après 2 semaines, on te dit on veut encore les diplômes à jour. Donc c'est ça le parcours, c'est ça. Donc il faut rester fort, il faut croire, il faut dire ça va aller. Exactement. Donc, c'est ça. Et tes premières impressions depuis que tu es au Canada, ça fait bientôt une semaine. Comment tu trouves le Canada? Le Canada, je veux dire, je manque des mots, mais avoir le Canada, c'est, pour moi, depuis que je suis né, j'ai pas encore vu une ville en face construite comme le Canada. C'est-à-dire, c'est bien, les gens travaillent, tout le monde va à ses occupations, chacun est bien, on ne jalouse pas les gens, on ne connaît pas qui est riche, qui est pauvre, donc ici, tout le monde est bien. L'État a travaillé, les routes sont goudronnées jusqu'au parking. Depuis que je suis ici, je peux dire, j'ai pas vu la terre. J'ai pas vu. Donc, Et il faut préciser, tu es où présentement? je suis à Trois-Rivières, où en revenant à Trois-Rivières, j'ai vu une plaque où on écrit petit village. Mais quand je suis arrivé à Trois-Rivières, j'ai encore dit, mais ce qu'on écrit là-bas, c'est petit village, on dit, c'est le village des gens. J'ai dit, mais un village qui est construit plus que Bonapriso, mais je comprends pas. Donc, c'est ça, le Canada. Ici, on bosse. Ah ouais, il faut travailler, puis bon, j'aime ton mindset, ta façon de voir les choses, puis je sais que il y a les meilleurs jours pour toi au Canada. Je te le souhaite. Donc merci d'avoir accepté de te prêter au jeu de l'interview sur la chaîne Tuto Immigration. Moi, ça me fait plaisir de t'avoir à côté de moi. J'aime dire aux gens que ton projet d'immigration pour moi c'est comme si j'avais immigré une deuxième fois. Parce que depuis que je suis au Canada, je compte plus le nombre de personnes que j'ai fait venir au Canada. Mais toi en particulier, j'ai mis beaucoup d'efforts et d'énergie dans ta procédure. Beaucoup. Donc ça donne l'impression que j'ai personnellement immigré. Donc à travers toi, c'est comme si c'est moi qui immigrais pour une deuxième fois. Puis ça fait plaisir de voir que finalement tout ça aboutit, que ça marche. Donc j'espère que ça fait 45 minutes, pratiquement 1 heure, ok, de vidéo. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, c'est simplement parce que vous avez aimé le partage, vous avez aimé l'échange. L'objectif de cette vidéo, c'est surtout de vous faire comprendre que tout s'obtient au bout de l'effort. Il faut rien lâcher, il faut persévérer. Il faut se donner les moyens, ok, il faut croire, il faut surtout croire, il faut pas relâcher, parce que j'aime bien le dire, je suis sûr que si c'est Fabrice qui faisait lui-même sa procédure, à un moment donné, il aurait déjà lâché. Il aurait déjà lâché parce que, comme il a dit tantôt, des fois c'est moi qui disais, toi tu es en train de désespérer, qu'est-ce que tu penses de moi qui tient le bout du bâton? Donc, c'est-à-dire qu'il faut toujours croire, il faut insister, il faut pas lâcher et dites-vous que tout est possible tant que vous êtes vivant. On se revoit à une prochaine vidéo les amis. Salut.